Je m'appelle Jade, j'ai 33 ans, et le matin de mon mariage, j'ai eu l'impression de me réveiller dans un rêve que je poursuivais depuis des années. L'air de la suite d'hôtel sentait le parfum et les pivoines. Le soleil se répandait sur le sol et, pour une fois dans ma vie, je ne m'inquiétais de rien. J'avais passé des mois à me soucier de chaque détail, le plan de table, les fleurs, la playlist, mais ce matin-là, tout semblait s'être mis en place. Mon reflet dans le miroir était calme, presque irréel, dans le satin doux de ma robe. Mes amis s'agitaient autour de moi, riant, ajustant leurs boucles d'oreilles, retouchant leur rouge à lèvres. Le bourdonnement d'excitation dans la pièce était constant et chaleureux, comme le doux grattement d'une guitare avant le début d'une chanson. Ma mère regardait sans cesse sa montre, me rappelant de manger quelque chose, jouant avec mon voile comme si le monde en dépendait. Elle avait l'air à la fois fière et nerveuse, la même expression qu'elle avait quand je suis partie à l'université. Mon père, toujours aussi silencieux, m'a simplement adressé un petit signe de tête approbateur. C'était juste, comme le calme avant un chapitre qu'on a attendu toute sa vie pour tourner. Je me souviens m'être dit, c'est comme ça que ça doit être. Puis Ethan est arrivé, mon frère aîné. Il est entré sans prévenir, comme d'habitude, avec ce même mélange de charme et d'imprévisibilité qui l'avait accompagné toute notre vie. Ethan était le genre de personne qui attirait tous les regards sans même le vouloir. À chaque réunion de famille, il était l'animateur, le centre. J'étais la plus discrète, celle qui planifiait, celle qui maintenait les choses en place quand il s'écartait du scénario. Nous avions eu notre lot de disputes, mais j'avais toujours cru qu'au fond, il voulait mon bien. Lorsqu'il m'a serré dans ses bras, j'ai senti une légère odeur de whisky dans son haleine. « Tu as l'air. » « Différent, » a-t-il dit avec un sourire un peu trop long. « Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout. » J'ai ri, même si la remarque était lourde. « Ethan, pas aujourd'hui, » ai-je dit doucement. Il a haussé les épaules, les mains dans les poches, et s'est tourné vers ma mère pour la complimenter. Il était si doux, capable de changer d'humeur en un instant. En le regardant quitter la pièce, j'ai senti une pression dans ma poitrine, sans pouvoir expliquer pourquoi. Peut-être était-ce dû à la façon dont son sourire n'atteignait pas ses yeux, ou à la tension dans sa voix lorsqu'il a prononcé le nom de Daniel plus tard, pendant les photos. Mais j'ai repoussé cette sensation. C'était le jour de mon mariage, et je refusais de laisser mes vieilles habitudes l'envahir. Dehors, le jardin ressemblait à un décor de cinéma. Des rangées de chaises blanches, le soleil qui scintillait à travers les arbres, un quatuor à cordes qui s'accordait au loin. Daniel se tenait sous l'arche, l'air nerveux et beau dans son costume gris. L'espace d'un instant, j'oubliais tout le reste. Je ne voyais que lui. Et pourtant, quelque part dans la foule derrière lui, le rire de mon frère surpassait la musique, sec, insouciant, comme un avertissement que je n'aurais pas dû entendre. La cérémonie avait parfaitement commencé, le genre d'instant qui semble trop immobile pour être réel. Le quatuor jouait doucement, les invités se tournaient à l'unisson et je descendais l'allée, le bras de mon père fermement serré dans le mien. Chaque son, chaque battement de cœur semblait amplifié. Le crissement du gravier sous mes talons, le léger bruissement de mon voile, la façon dont les yeux de Daniel s'illuminaient en me voyant. Pendant quelques précieuses minutes, tout s'est aligné. J'ai prononcé mes vœux sans trembler. Il a souri dans les siens, et lorsque nous nous sommes embrassés, les gens ont applaudi et nous ont acclamés. C'était le genre de joie qui emplit un espace si profondément qu'on a l'impression que rien ne peut l'atteindre. Puis la réception commença. Le soleil déclinait, sa lumière dorée se reflétant sur les coupes de champagne et les couverts en argent. Les rires fusèrent sur les tables, et pour la première fois de la journée, je m'autorisais à me détendre. Je me souviens m'être appuyé sur l'épaule de Daniel, tandis que le photographe appelait les photos de groupe. Mon frère se tenait à l'écart, cravate desserrée, verre à la main. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis la cérémonie. Il esquissait juste un sourire narquois de temps en temps en observant. À un moment, il disparut dans le bar, et je crus qu'il était peut-être parti se rafraîchir. Au moment du toast, ma demoiselle d'honneur prit la parole la première, douce et sentimentale, le genre de discours qui fait pleurer la moitié de la salle. Le témoin de Daniel suivit, lançant des blagues qui firent rire tout le monde. Puis Ethan se leva. On ne lui avait pas demandé de parler, mais bien sûr, cela ne l'arrêta pas. Il trinqua, oscillant légèrement,
les yeux brillants d'une lueur que je ne pouvais nommer. « Je veux juste dire quelques mots sur ma petite sœur, » commença-t-il, et la foule se tut. Il commença sur un ton léger, plaisantant sur notre enfance, sur le fait que je le suivais partout. Les gens rirent de poliment. Puis son ton changea, si subtilement au début que la plupart ne le remarquèrent pas. « Tu sais, c'est drôle, » dit-il en jetant un coup d'œil à Daniel. Olivia a toujours rêvé de ce jour parfait. Elle en avait planifié chaque seconde. On aurait dit qu'elle avait peur que si elle ne contrôlait pas tout, tout s'écroule. Quelques rires gênés parcoururent les tables. Je sentis le feu me monter au visage, mais je me forçai à sourire. Il continua, expliquant que certaines personnes se cachent derrière la perfection, qu'avec les apparences peuvent tromper. Le silence se fit. La main de ma mère se figea sur son verre. Daniel parut perplexe. Puis Ethan leva son champagne et dit presque paresseusement « Aux heureux mariés, que ce soit aussi vrai que ça en a l'air. » Et avant que je puisse réagir, il balança son bras, envoyant le champagne voler, droit sur la table, sur le gâteau, sur la soie de ma robe. Des halètements résonnèrent dans le jardin. Le verre se brisa à ses pieds. Pendant un instant, personne ne bougea. Le quatuor à cordes se tut à mi-note. Je sentais le liquide froid couler de mon menton. La lourde douceur du glaçage brisait l'air. Ethan se tenait là, la poitrine haletante, le regard hagard, comme s'il mettait quelqu'un au défi de parler. Puis, lentement, je posai ma serviette. Le regardai droit dans les yeux et ne dis pas un mot. Le silence était plus fort que n'importe quel cri. Le silence planait comme un rideau, épais et étouffant, mais mon esprit avait déjà dérivé ailleurs, vers tous les moments qui nous avaient conduits ici, les petites fissures qui s'étaient formées bien avant que le verre ne se brise. Ethan avait toujours été imprévisible, mais en grandissant, je pensais que c'était ce qui le rendait spécial. C'était le genre de frère qui pouvait transformer un après-midi ordinaire en aventure. Quand j'avais 8 ans, il avait construit un radeau de fortune avec du vieux bois et des frites de piscine et m'avait convaincu que nous pourrions naviguer jusqu'à la prochaine ville. Nous n'avons pas dépassé l'étang du jardin, mais je me souviens de sa fierté quand j'ai ri au lieu de pleurer après notre chute. Je l'adorais alors. Il était intrépide, audacieux, tout ce que je n'étais pas. Mais les choses ont changé avec l'âge. Ethan ne s'est jamais fait à l'âge adulte. Il passait d'un emploi à l'autre, toujours avec une excuse, rejetant toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Quand mes parents l'ont aidé à rembourser sa carte de crédit, il a appelé ça la loyauté familiale. Quand je lui ai prêté de l'argent pour sa voiture, il a promis de me rembourser dès qu'une nouvelle affaire se présenterait. Ça n'a jamais marché. Je me souviens d'être assise à ma table de cuisine, relevé bancaire ouvert, me persuader que ça n'avait pas d'importance. C'est ça, la famille, non? On s'entraide. Quand Daniel est entré dans ma vie, la distance d'Ethan s'est accentuée. Il me taquinait sur son calme, le traitant de trop propre, trop convenable. Je crois qu'au fond, il lui en voulait. Peut-être parce que Daniel représentait tout ce qu'Ethan ne pouvait pas s'accrocher. La stabilité, la responsabilité, la paix. La dernière fois que nous avons dîné tous les trois, Ethan a bu quelques verres et s'est mis à dire que certains se marient par peur, pas par amour. Daniel avait géré la situation avec grâce, mais j'ai vu la tension dans sa mâchoire. J'ai ri de nouveau, faisant comme si c'était juste Ethan qui était Ethan. C'était mon erreur. Il y a eu un autre moment que je n'arrive pas à oublier. Il y a 2 ans, après l'opération de ma mère, Ethan m'a promis de passer la nuit à l'hôpital avec elle pour que je puisse me reposer. Le lendemain matin, je l'ai trouvé seul, à moitié endormi, me demandant où il était allé. Il était parti avant minuit. Je ne l'ai pas confronté à ce moment-là. Je ne l'ai jamais vraiment fait. J'ai juste continué à pardonner, à arranger les choses, car l'alternative, le couper, me semblait impossible. C'était mon frère. Debout à mon mariage, le champagne dégoulinant de ma robe, j'ai enfin compris ce que je refusais de voir depuis des années. Chaque fois que je lui laissais une chance, chaque fois que je restais silencieuse, je lui donnais la permission de continuer à tout briser. Ma confiance, ma patience, ma paix. Ce champagne n'était pas la première fois qu'il jetait quelque chose de précieux. C'était juste la première fois qu'il le faisait à la vue de tous. Et tandis que les gens autour de moi chuchotaient, attendant mon explosion,
J'ai réalisé combien d'années j'avais passé à réparer ses erreurs, à le défendre, à faire comme si ce n'était pas si grave. Ce jour-là, pour la première fois, je n'ai pas réagi. Je ne me suis pas excusée. Je ne me suis pas précipitée pour expliquer son comportement. Je suis restée là, silencieuse, à regarder l'homme qui avait été à la fois mon protecteur et celui qui m'avait ruiné s'effondrer devant tout le monde. Après le toast, la salle sembla s'animer au ralenti. Les invités murmuraient entre eux, incertains d'avoir assisté à une scène ou à une crise. Ma mère était figée sur sa chaise. Mon père avait la mâchoire serrée à craquer. Et Daniel se tenait à côté de moi, essuyant le champagne sur mon épaule avec une serviette qui ne pouvait absolument rien arranger. Ethan restait planté là, respirant bruyamment, un sourire en coin, comme s'il avait accompli quelque chose de noble. Pendant quelques secondes, je me suis demandé s'il voulait peut-être que je crie, qu'il me manipulait, qu'il me replongeait dans cette danse épuisante que nous faisions depuis des années. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardé complètement immobile, jusqu'à ce que le silence devienne insupportable même pour lui. C'est alors qu'il a parlé. « Oh, allez, Liv, » dit-il, sa voix coupant les murmures. « Tu peux arrêter de jouer la comédie maintenant. Tout le monde sait que ce n'est pas réel. Tu as toujours été la gentille fille, la planificatrice parfaite, essayant de faire en sorte que tout paraisse parfait. Mais c'est faux, tout comme toi. » Daniel fit un pas en avant, mais je lui attrapai le poignet. « Non, » murmurai-je. Ma voix était calme, presque trop calme. Je me tournai vers Ethan. « Pourquoi fais-tu ça ?» Il rit, mais ce n'était pas son rire insouciant habituel. Il était cassant. « Pourquoi ? Parce que j'en ai marre de faire semblant. Tu te crois meilleur que tout le monde maintenant, à épouser Monsieur Parfait, à acheter cette maison, à faire la sainte, pendant que papa et maman se plient en quatre pour toi. Tu as toujours tout, Liv. Tu as toujours eu tout. » Je sentais tous les regards du jardin braqués sur nous. L'air était lourd de gêne. Ma voix s'était plus grave que je ne l'aurais cru. « Tu crois que j'ai tout compris ? Tu crois que c'est ça ?» Je me suis rapprochée, pour que lui seul puisse vraiment m'entendre. « Tu m'as pris plus que tu ne l'admettras jamais. Chaque prêt, chaque excuse que j'ai présentée pour toi, chaque fois que j'ai dissimulé tes erreurs parce que je pensais que tu finirais par grandir. Mais tu n'as jamais grandi. Tu ne veux pas d'aide. Tu veux un méchant. » Il cligna des yeux, déstabilisé un instant, puis esquissa un nouveau sourire narquois, masquant ce qui vacillait derrière ses yeux. « La voilà, » dit-il. « C'est l'Olivia que je connais, froide, toujours à faire semblant d'être trop bien pour ressentir quoi que ce soit. » J'ai pris une longue inspiration. Le vent s'est levé, agitant les nappes et envoyant des morceaux de gâteau glisser vers le bord. Je l'ai regardé, vraiment regardé, sa mâchoire mal rasée, ses yeux vitreux, sa main serrant la bouteille si fort qu'elle tremblait. Il n'était pas en colère contre moi. Il se noyait dans quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti de la distance, de celle qu'on ne peut plus franchir. « Rentre chez toi, Ethan, » dis-je doucement. « Tu en as assez fait. » Il pencha la tête, presque curieux. « Et si je ne le fais pas ?» La voix de Daniel retentit alors, ferme et basse. « Alors, je vais demander à la sécurité de vous emmener. » Le sourire narquois d'Ethan s'estompa. Il jeta un coup d'œil aux invités, son public, et réalisa qu'il les avait perdus. La sympathie qu'il attendait n'était pas là. Personne ne riait. Personne ne le défendait. Pour une fois, je ne me suis pas empressée d'adoucir le moment. Je ne lui ai pas proposé de solution de rechange. Il jeta la bouteille vide, le verre se brisant sur l'herbe, et se précipita vers le portail en marmonnant. Le bruit du loquet métallique se refermant derrière lui fut sec et définitif. Je restai là un long moment, le vent rafraîchissant le champagne collant sur ma robe, et je me laissai enfin respirer. La réception reprit vie par à-coups. La musique reprenait. Les gens discutaient maladroitement. Mais quelque chose en moi avait déjà basculé. Je n'étais plus la même Olivia qui avait emprunté l'allée. Quelque chose en moi s'était fissuré, non pas à cause de sa cruauté, mais à cause de la conscience silencieuse que cette fois, je n'allais pas le guérir. Ce soir-là, bien après le départ des invités et l'extinction des dernières bougies, j'étais assise seule dans la suite nuptiale, ma robe de mariée froissée autour de moi, tel le fantôme du jour que j'avais imaginé. Le miroir en face de moi laissait entrevoir des traces de maquillage et le léger reflet du champagne séché sur le satin, mais je n'en voyais presque rien. Je revivais sans cesse la scène,
le verre brisé, la voix d'Ethan entrecoupant les rires, mon propre silence suspendu comme un verdict. J'aurais dû être en colère, mais ce que je ressentais, c'était de la lucidité. Pour la première fois, je voyais la véritable nature de mon frère, et le rôle que j'avais joué pour le maintenir dans cet état. Chaque souvenir de ses appels à l'aide, chaque nuit où je m'inquiétais de sa prochaine erreur, chaque excuse que j'avais présentée à nos parents en son nom, tout cela menait à cela. J'avais pris ma loyauté pour de l'amour. J'avais cru qu'en lui laissant suffisamment de chance, il trouverait son équilibre. Mais il n'y est jamais parvenu, car j'étais toujours là pour amortir sa chute. Ce n'était plus de la compassion, c'était de l'abandon. Daniel entra discrètement, portant 2 tasses de thé au lieu de champagne. Il ne dit pas grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Il s'assit à côté de moi, nos épaules se touchant, et pendant un long moment, nous écoutâmes simplement le bourdonnement de la ville. Finalement, il dit « Tu n'as pas à faire semblant que ça ne t'a pas fait mal. » J'ai laissé échapper un soupir que je n'avais pas réalisé retenir. Je sais, mais je crois que j'en ai assez de faire semblant. Je lui ai raconté comment j'avais passé des années à essayer d'être le ciment qui maintenait ma famille unie, même quand ça me brisait. Comment j'avais couvert Ethan parce que c'était plus facile que de voir la déception de mes parents. Comment chaque « tout va bien » que je lui avais murmuré après ses crises ne faisait que lui faciliter la suivante. Daniel hocha lentement la tête. « Alors qu'est-ce que tu vas faire ?» Cette question a résonné dans ma tête pendant des heures après son sommeil. Au matin, j'avais la réponse. Je n'allais pas me battre avec Ethan, ni essayer de le réparer à nouveau. J'allais tout reprendre, ma paix intérieure, mes limites, mon sentiment de contrôle. Plus de visites surprises, plus de prêts d'argent, plus de promesses en l'air pour maintenir la paix. J'allais consulter un avocat, enfin séparer mon nom de ses dettes. Il avait utilisé mon crédit plus d'une fois quand nous étions plus jeunes, jurant toujours qu'il s'en occuperait. Maintenant, je voulais que tout soit net. Plus que ça, j'ai décidé de lui écrire une lettre. Ni des excuses, ni une supplication, juste une ligne qu'il ne pouvait plus franchir. Je lui dirais que je l'aimais, mais que cet amour ne signifiait pas accès. Je lui dirais que j'espérais qu'il trouve de l'aide, mais que je ne pouvais pas être celle qui la lui apporterait. Et surtout, je lui dirais que le silence, la seule chose dont il s'était moqué de moi, n'était pas une faiblesse, mais le son du lâcher-prise. Au lever du soleil, le monde avait changé. Ma robe portait encore les taches de la veille, mais elle semblait plus légère sur ma peau. Je me suis servi une tasse de café. J'ai contemplé les rues tranquilles en contrebas, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti responsable du chaos des autres. Je me sentais libre. La semaine suivante, je suis passé du bourdonnement silencieux de la suite nuptiale à l'efficacité fulgurante du cabinet de mon avocat. Le contraste m'a presque fait rire. Quelques jours plus tôt, je souriais pour des photos dans un jardin fleuri, persuadé que le chaos était enfin derrière moi. Maintenant, je signais des documents qui garantiraient qu'il ne me suivrait plus jamais. Mon avocate, une femme calme nommée Claire à la voix douce comme la pluie, m'a glissé les papiers un par un. « Tu reprends le contrôle », a-t-elle dit simplement. La plupart des gens parlent de limites. Rares sont ceux qui les tracent réellement. Nous avons tout passé en revue. Les comptes joints ouverts par mes parents des années auparavant, sur lesquels le nom d'Ethan était encore gravé, le vieux registre du commerce qu'il avait utilisé pour obtenir un prêt, et même les traces de partage de biens datant de l'époque où nous avions hérité de la maison de notre grand-mère. Chaque page que je signais me donnait l'impression de fermer une porte qui grinçait depuis bien trop longtemps. Claire m'a promis d'envoyer des notifications officielles dans la semaine, garantissant ainsi que désormais, mes finances et mon avenir ne dépendraient que de moi. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, la conversation n'a pas été facile. Ma mère a d'abord semblé blessée, comme si je coupais un membre plutôt qu'une personne. « C'est ton frère, Olivia », a-t-elle dit, le regard doux et suppliant. La famille n'abandonne pas la famille. J'ai dégluti avec difficulté. Je ne l'abandonne pas, maman. Je refuse de m'abandonner moi-même. C'était la première fois que je prononçais ces mots à voix haute, et les entendre m'a donné l'impression de reprendre mon souffle après des années passées sous l'eau. Daniel est resté à mes côtés tout au long du voyage, sans jamais insister, sans jamais parler à ma place, juste là, serein, sa main trouvant la mienne au bon moment. Un soir, nous sommes partis en voiture vers la côte où nous devions passer notre lune de miel. Nous n'avons pas réservé l'hôtel. À la place,
Nous avons trouvé une petite chambre d'hôte avec vue sur l'océan. L'air sentait le sel et le pain, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie épurée. J'ai emporté ma lettre à Ethan, celle que j'avais écrite le lendemain du mariage. Je l'ai postée depuis un minuscule bureau de poste en périphérie de la ville. Pas d'adresse de retour. Juste mon écriture, ferme et assurée. Je lui ai dit la vérité qu'il ne me laisserait jamais dire, que je l'aimais profondément, mais pas de manière destructrice, que j'en avais assez de nettoyer ses dégâts, et que s'il voulait un jour renouer une relation, il faudrait qu'elle soit fondée sur le respect, pas sur le sauvetage. Je n'attendais pas de réponse, je n'en avais pas besoin. Les semaines passèrent. Aucun appel inquiétant, aucune excuse non plus. Le silence était étrange au début, mais il finit par devenir réconfortant. Je me suis investie dans le travail, à reconstruire le rythme de ma vie. Daniel et moi avons commencé à organiser une petite fête, un dîner entre amis proches, un nouveau départ symbolique. Ce soir-là, avant de me coucher, en me regardant dans le miroir, j'ai vu le même visage, les mêmes yeux. Mais quelque chose avait changé. J'ai compris qu'agir ne consistait pas à punir Ethan, mais à me réapproprier mon moi. Chaque signature, chaque limite, chaque décision discrète était un fil conducteur qui tissait une nouvelle vie. Une vie qui n'était plus dictée par la culpabilité ou la peur. Le chaos qui me poursuivait autrefois comme une ombre avait perdu sa forme. À sa place, il n'y avait que le calme, celui qui ne semble pas vide, mais mérité. Un mois plus tard, j'ai reçu la première vague de conséquences, non pas d'Ethan, mais de la famille. Ma mère a appelé un soir, la voix posée, comme on parle quand on hésite entre sympathie et déception. « Ton frère est passé », a-t-elle dit doucement. Il avait l'air perdu. Il a dit que tu l'avais coupé de tout. Je l'imaginais presque là, assis à sa table de cuisine, racontant son histoire comme toujours. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Je ne l'ai pas coupé, maman. J'ai juste arrêté de le laisser m'utiliser. Il y a eu un silence au bout du fil, puis un long soupir là. « Tu as toujours été le plus fort », a-t-elle murmuré, même si cela ressemblait plus à un aveu qu'à un compliment. Après cela, la distance entre Ethan et moi est devenue une réalité avec laquelle tout le monde devait composer. Les dîners de famille étaient plus calmes. Les invitations étaient de plus soigneusement rédigées, certaines adressées à Daniel et Olivia, d'autres à la famille, sans plus de précision. Au début, c'était plus douloureux que je ne voulais l'admettre. J'avais grandi en croyant que la famille était indestructible, que peu importe les difficultés, l'amour les ressoudrait. Mais la vérité était différente. L'amour peut exister même lorsque le lien doit être rompu. Je n'avais pas détruit ma famille, j'avais juste cessé de jouer le rôle qui la faisait prétendre que tout allait bien. Ethan a essayé de me contacter une fois. Un email bref et défensif. Il m'a dit qu'il n'avait pas voulu que les choses aillent aussi loin, qu'il était ivre, qu'il traversait une période difficile. Les mêmes explications vagues qu'il utilisait depuis des années. Il ne s'est pas excusé. Pas vraiment. Il n'y avait aucune reconnaissance de ce qu'il avait fait, juste un fond d'apitoiement sur lui-même. Je l'ai lu 2, peut-être 3 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Ce n'était pas la colère qui m'avait arrêté, c'était la paix. J'ai enfin compris que le silence n'était pas une punition. C'était une protection. Entre-temps, un événement inattendu s'est produit entre Daniel et moi. Ce jour-là, au mariage, aurait pu nous briser, mais au contraire, il nous a rapprochés. Il m'a vu à mon plus haut point, humilié, le cœur brisé, privé de l'illusion de pouvoir tout arranger, et il est resté. Non par pitié, mais par compréhension. Il m'a dit un jour, « Tu n'as pas perdu ta famille ce jour-là, tu t'es trouvé. » Et même si j'aurais voulu le prendre pour du sentimentalisme, il avait raison. Nous avons finalement emménagé dans le cottage dont j'avais hérité, celui-là même qu'Ethan et moi fréquentions enfants. C'était poétique, presque un défi, de reconstruire quelque chose de nouveau dans un lieu chargé d'histoire. Nous avons repeint les murs, réparé la véranda, planté des herbes aromatiques près de la fenêtre de la cuisine. Le week-end, nous nous asseyons dehors avec un café, la brise marine caressant doucement nos visages, et je réalisais à quel point la vie était devenue paisible, et combien j'aimais cela. De temps en temps, j'avais des nouvelles d'Ethan par l'intermédiaire de ma famille, un autre emploi qu'il avait quitté, une autre ville qu'il avait essayé de faire fonctionner. Chaque histoire me blessait un peu moins. J'avais cessé d'espérer une rédemption et commençais à souhaiter sa paix.
Peut-être qu'un jour il la trouverait. Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, ce n'était plus à moi de porter ces tempêtes. Le jour où j'ai enfin déballé le dernier carton de mariage, j'ai trouvé un fragment de mon vieux voile coincé entre des albums photos. Je l'ai gardé un long moment, suivant la dentelle, en pensant à la jeune fille qui avait marché dans l'allée, persuadée que le silence était une faiblesse. Cette jeune fille ignorait que parfois, le silence est la limite la plus forte qu'on puisse imposer. Et dans le calme de ma vie reconstruite, j'ai ressenti quelque chose de rare et de complet, le soulagement de m'être enfin choisie. J'étais assise dans notre nouvelle maison, dans notre coin douillet, entourée des changements tant attendus. Chaque recoin de cet endroit, chaque rénovation symbolisait le nouveau chapitre de ma vie que j'entamais. Pendant des mois, je m'étais habituée au silence qui régnait dans ma vie après ce jour de mariage. Je n'étais plus la fille qui essayait de tout contrôler, celle qui pensait que son rôle était de sauver tout le monde. Mais un mardi ordinaire, j'ai reçu une lettre. Ce n'était rien que quelques lignes, écrites de l'écriture familière d'Ethan, mais malgré leur simplicité, elles ont fait vibrer quelque chose en moi. Il a écrit « Je suis désolé. J'essaie, Liv. Peut-être pas assez, mais j'essaie. Je ne serai jamais celui que tu voulais que je sois, mais j'essaie de devenir quelqu'un qui puisse voler de ses propres ailes. Je n'attends rien de toi. Je voulais juste que tu saches que je suis toujours là, même si je ne sais pas encore ce que ça signifie. » Je me suis figée, la lettre entre les mains. Mon premier réflexe a été de la déchirer, de la jeter par la fenêtre, comme si de rien n'était. Mais plus je fixais les mots, plus je me souvenais du garçon qui avait construit un radeau avec moi dans notre jardin, du frère qui avait été mon protecteur. Le temps l'avait changé, et j'étais prête à l'admettre, mais je ne pouvais pas me défaire complètement de l'image que j'avais de lui dans mon cœur. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir. La décision m'est venue presque immédiatement. Je n'allais pas le sauver. Je ne pouvais pas continuer à porter son poids, mais peut-être seulement, je pouvais lui laisser de l'espace pour qu'il puisse se débrouiller seul. Cette nuit-là, assise à côté de Daniel près de la fenêtre, regardant les étoiles apparaître une à une, j'ai réalisé que le plus beau cadeau que je pouvais m'offrir, et à mon frère, était l'espace. L'espace pour grandir, trébucher, se relever. Je ne le sauvais plus, je me sauvais moi-même, et cela en soi était suffisant.